convergence et révolution culturelle. Nous convergeons vers la révolution culturelle. C'est ici que l'Afrique parle à l'Afrique. L'Afrique, c'est nous. Et nous parlons à l'Afrique, c'est vous. Mesdames et messieurs, je suis Dixon Klaus, votre animateur principal de ce soir. Et à côté de moi, il y a Monsieur Alexis Bongo. Et à ma droite, il y a Freshnel. Alors, convergence et révolution culturelle. Renaissance africaine. Un homme disait que l'Afrique a besoin d'être éclairée, mais ce n'est pas en éclaircissant nos peaux noires qu'elle trouvera de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour illuminer, éclairer cette Afrique, notre Afrique à nous? Je vais donc poser la question justement à notre invité principal, Madame Hortense Dodo, qui est professeure en biologie moléculaire et ingénierie génétique, et enfin présidente d'une ferme de biotechnologie. Madame Hortense Dodo, quel est votre message ce soir? Merci encore de m'inviter sur votre plateau. Mon message, c'est un message d'amour, un message de persévérance et un message de reconnexion pour nous les Africains, reconnexion avec nous-mêmes, avec nos traditions, avec notre culture, tout en gardant la tête dans les dernières sciences du futur et les technologies modernes. Persévérance, c'est un mot assez fort. Un homme disait que les mots pèsent, les mots ont des humeurs. Pourquoi persévérance? Est-ce que nous nous retrouvons dans une sorte de combat, de lutte, où il y a des failles, il y a de cela qui tombe et qu'il faut persévérer? Et vous parlez de reconnexion avec nos traditions. Pensez-vous que l'Africain d'aujourd'hui est déconnecté de sa tradition, de ses traditions? Exactement. Je suis contente de voir dans le background tous les visages de nos anciens révolutionnaires africains tels que Marcus Garvey, Kwame Nkrumah, différentes personnes que j'ai vues. Thomas Sankara. C'est ça, Thomas Sankara et les autres. Donc le mot persévérance vient de là. Je veux dire que c'est un combat qui a commencé longtemps avant nous et qui va sûrement continuer longtemps après nous, mais c'est un combat qui doit être mené, quoi. Chaque génération doit mener la part de son combat. Et notre génération, c'est d'abord d'envoyer l'information, la bonne information, la vraie information scientifique, et de pouvoir reconscientiser les esprits africains, surtout. Ça fait partie de mon message, mais ça fait partie également de cet élément de reconnexion avec nous-mêmes et surtout pour la jeunesse africaine. L'Afrique est le futur de l'humanité, mais les Africains n'en sont pas conscients. Pourquoi? Parce qu'on nous a tellement martelé au cours des différentes années, on nous a tellement infériorisés qu'aujourd'hui, tout Africain, automatiquement, a ce complexe d'infériorité. Oui, bien sûr. On peut sûrement penser que non, moi, je ne me sens pas inférieur avec tout ça, oui. Mais le bottom line, c'est que nous avons tous ce complexe d'infériorité et il est temps d'aller enlever ce virus-là de nos cerveaux. Ça fait partie du message que j'apporte. Avant de laisser la parole au co-animateur de ce soir, vous parlez d'infériorité, de complexe d'infériorité. Oui, justement, nous le constatons avec nos langues que nous abandonnons au profit des langues du colon, l'éclaircissement de peau qui est un des phénomènes qui d'ailleurs illustre justement ce complexe que nous avons. Mais moi, la question que je vous pose, c'est que cette Afrique qui est le berceau de l'humanité, cette Afrique, elle est née. On dit que dans cette Afrique, tout a commencé là, les spiritualités ont commencé là. Comment expliquez-vous que cet homme, qui est soi-disant descendant de l'Afrique, le blanc, qui revient vers l'Afrique, qui est mère de l'humanité, et qui arrive à coloniser, à soumettre, à sujettir les grandes spiritualités ici en Afrique? Comment vous expliquez ce phénomène que jusqu'aujourd'hui, moi, je trouve paradoxal? En effet, c'est un phénomène très paradoxal, de réaliser que l'Afrique, qui était le berceau de l'humanité, qui est toujours le berceau de l'humanité, se laisse subir et se laisse dominer par d'autres peuples
qui sont venus longtemps après, donc beaucoup plus jeunes, et qui, en termes génétiques, ne sont pas plus... Mais justement, le paradoxe s'explique par le fait que les Africains sont naturellement humains. Les Africains sont naturellement humains, naturellement gentils, naturellement solidaires, naturellement, what's the word I'm looking for? Hospitaliers. Il faudrait avoir en face de nous des gens qui ont les mêmes valeurs et qui puissent apprécier ces valeurs. Mais quand vous êtes hospitalier et que vous êtes humain et que vous n'êtes pas barbare et qu'en face vous avez des groupes de personnes barbares, c'est difficile. Hein? Donc disons qu'on a subi le barbarisme d'autres peuples, on a subi pas trop d'humanité. Ok? Mais ce n'est pas pour autant que les Africains doivent devenir barbares, quoi. Ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'on change notre propre être intérieur pour devenir des gens barbares. Donc en fait, il est temps maintenant de réaliser qu'est-ce qui s'est passé. Écoutez, nous sommes le seul peuple sur cette planète qui, pendant 500 ans, au minimum, a subi la traite, je ne dirais pas la traite négrière, la traite que les Européens et les Américains ont imposée au continent africain. On subit la colonisation. On a perdu du monde. Le continent africain a été pratiquement vidé de toutes ses ressources intellectuelles, de ses ressources viriles. Le continent africain a été totalement vidé. Est-ce que vous imaginez, je ne sais pas si parfois vous y pensez, quoi. Aujourd'hui, quand vous regardez la taille du continent africain, on fait quoi? 1,3, 1,4 milliard d'êtres humains. Mais quand vous considérez la taille du continent, comparé aux autres continents, c'est immense, ok, en termes de taille. Mais en termes de population, la population africaine est la plus petite. Hein. Bon, en ce moment, les gens s'excitent parce qu'on parle de la surpopulation africaine, parce que les femmes africaines font trop d'enfants, blabla. Bon, on va revenir sur le côté de la surpopulation africaine. Mais en fait, le point que je veux dire que l'Afrique a subi tellement de chocs. Yes. On a subi tellement de coups, de mauvais coups, qu'on a intériorisé cela. Et par l'ADN, par épigénétique, notre ADN a également absorbé cela. Il est temps vraiment qu'on exprime de nouveaux gènes. Parce que les gènes de l'humanité, les gènes de la supériorité sont en nous. Et donc mon message, c'est quoi? C'est un message qui est provocateur parce que je parle de supériorité génétique des Africains. Alors, comment j'ose parler de supériorité génétique des Africains quand on sait que l'Afrique et les Africains sont officiellement la race la plus... Le rebut de l'humanité. Exactement. Les derniers de la classe. Exactement. Donc, comment oser dire quelque chose là-dessus? Bon, il faut le dire parce que scientifiquement, lorsqu'on regarde dans les archives scientifiques, lorsqu'on regarde les données scientifiques, je suis généticienne, je suis biologique, quand on regarde les données et qu'on fait des comparaisons, les Africains ont vraiment tout, le black a vraiment tout à gagner. D'abord, je peux peut-être vous parler d'une molécule qu'on appelle la mélanine. Et je la mentionne parce que vous avez parlé d'éclaircissement. Ce n'est pas parce qu'on veut éclairer qu'il faut se dépigmenter ou quelque chose comme ça. Oui. La mélanine, c'est un pigment qui, malheureusement, dans notre éducation, en fait, on ne nous a pas vraiment éduqués sur la mélanine. Hein. Je suis scientifique, j'ai fait tout mon cursus scolaire. On a parlé souvent de la chlorophylle, qui est un pigment dans les plantes. Mais très peu de mélanine. En fait, un truc vraiment tellement bref, oh oui, c'est ce qu'il faut leur notre peau, machin truc. Ok, d'accord. Mais c'est beaucoup plus important que ça, quoi, la mélanine. Hein? On va s'arrêter un moment sur cette molécule. Parce que, oui, vous revenez sur ça, donc c'est très important. Très important. Très important parce que c'est une molécule qui est non seulement effectivement sur la peau, mais qui nous protège, quoi. C'est une molécule qui est protectrice et qui nous donne des éléments d'intelligence. Cette molécule de la mélanine, c'est quelque chose que nous devons nous réapproprier, apprendre à apprécier et être fiers. Plus on est noir de peau et de l'intérieur, plus on est intelligent et plus on survit, plus on est mieux approprié à survivre sur cette planète. Ok? Ok. Donc, ok. Voilà. Frachnel? Oui, bon. Vous parlez de cette mélanine aussi dans l'émission qu'on a fait dernièrement. Alors, dans la première partie de cette émission. Vous avez mentionné une expression qui a attiré mon attention, la supériorité génétique du Bantou. C'est mieux que nous entrions déjà dans ça.
l'Africain, ou bien comme on le dit, des Noirs. Des Noirs. La supériorité Génétique. Restons d'abord là. Alors, parmi les caractéristiques ou les facteurs de cette supériorité, vous avez mentionné ici la mélanine. Est-ce qu'il y en a d'autres facteurs génétiques qui montrent que c'est le Bantou qui a été créé pour vivre ici-bas? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. J'avais également, si je me souviens bien, parlé de la diversité génétique qui existe dans les peuples noirs. Je vais vous parler également de ce qu'on appelle les cellules souches. Alors, je suis sûre que vous êtes un peu familier avec les cellules souches, qui sont des cellules, enfin, nous les scientifiques, sont des cellules que nous utilisons dans les laboratoires. Ce sont des cellules primaires qui peuvent évoluer pour devenir n'importe quel autre organe ou quelle autre cellule dans un corps humain ou dans un corps animal, et aussi c'est des cellules souches animales. Alors, les scientifiques, dans les années 40, 50, n'arrivaient pas à cultiver des cellules souches en laboratoire. La première série de cellules souches, qui sont aujourd'hui qu'on appelle eternal cell line, donc des cellules éternelles, viennent d'une femme noire. Une femme noire qui en fait avait un cancer de l'utérus, on l'appelle Henrietta Lacks, c'est une américaine. Donc Henrietta Lacks, ces cellules ont été utilisées à Johns Hopkins University aux États-Unis, et ce sont ces cellules-là qui ont servi maintenant à faire des études sur le corps humain, sur les cellules génétiques du corps humain. La majorité des cellules souches qui existent dans les sciences aujourd'hui sont des cellules souches humaines d'origine black, d'origine noire, d'origine africaine. Ça fait un élément de supériorité génétique. Alors, moi je ne suis pas entièrement satisfait parce que déjà ce message, il vient comme heurter toutes ces informations que nous avons dans la tête. Déjà, moi je sais que vous êtes au courant de la réalité, de ce qu'on dit des femmes beaucoup plus foncées. Il y a même des plaintes dans ce sens-là que quand on est beaucoup plus foncé, on n'est pas belle. Quand on est beaucoup plus foncé, la femme n'est pas courtisée par les hommes. On voit que la couleur de peau est aussi à l'origine d'un rejet. Et ce soir, vous nous dites que la couleur de peau est une richesse, est un avantage. Je ne sais pas si la peau noire. Yes. Quel paradoxe. Un paradoxe en effet, mais c'est intéressant. Merci de mettre ça, de poser cette question. Je vous donne une anecdote un peu personnelle. Tout ce que vous êtes en train de dire, que la femme noire n'est pas une femme belle, c'est quelque chose de nouveau. Ça ne date pas de plus de 50 ans. Ah. Dans l'Afrique traditionnelle, effectivement, ça dépend des régions. Je suis de l'Afrique de l'Ouest. J'ai mon oncle qui a quitté la Côte d'Ivoire pour aller épouser une femme sénégalaise parce qu'à l'époque, je dis bien à l'époque parce que depuis lors, les choses ont changé à cause de la dépigmentation, même les Sénégalais se dépigmentent. Mais à l'époque, donc allons peut-être dans les années 60, 70, quelque chose, 80 comme ça, les femmes belles, c'est-à-dire quand on parle d'une beauté africaine, en tout cas en Afrique de l'Ouest, c'était des femmes sénégalaises, teint d'ébène, vraiment noires. Plein de mélanine. Plein de mélanine, elles étaient belles, elles étaient sensuelles, elles avaient la peau douce, la peau jeune, etc. C'était ça l'élément de séduction, c'était ça l'élément de beauté. Donc ça, c'est dans les traditions africaines. Depuis lors, notre concept a changé. La nouvelle génération voit la femme plus proche du blanc. Ah oui. Parce qu'on était plus elle est claire, plus elle est belle pour nous. Oui, mais parce que quelqu'un vous a dit ça, je veux dire, c'est pas votre tradition. Ah. Ce sont l'imposition des valeurs externes, des valeurs étrangères à l'Afrique qui font qu'on pense on a colonisé notre mental. C'est ça. Et qui impose est plus fort et qui accepte l'imposition est plus faible. Voilà. Donc jusque-là, nous avons été les plus faibles. Mon message, c'est en fait de dire qu'il est temps qu'on sort la tête de l'eau et qu'on se redéfinisse vis-à-vis de nous-mêmes et qu'on reprenne nos places. C'est une utopie ou bien une réalité? Est-ce que une c'est réalité. faisable? Est-ce que c'est possible que l'Afrique ressorte de... C'est possible et c'est déjà en route. Et donc, si je viens avec cet élément provocateur, ce titre provocateur de la supériorité génétique, c'est très provocateur. Ah oui, ça c'est... Si je reviens avec ça, justement, c'est pour pouvoir déclencher dans les esprits des uns et des autres un choc pour qu'on se réveille, quoi. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Oui, c'est en route. Oui, c'est faisable. Oui, oui. On va parler en termes d'éventualité parce que
il y a un constat qui est assez clair quand on voit aujourd'hui les influenceurs, les gens qui impactent, les gens qui inspirent. On voit que c'est des gens qui vont vers le blond, vers la peau blanche. Je vais vous donner des exemples assez simples. Quand vous allez sur Internet, vous voyez les femmes qui inspirent sur la beauté. Ces femmes-là, justement, mettent en évidence la peau claire. Après, on n'est pas contre les peaux claires, puisque la peau claire, c'est une peau africaine. Mais il faut dire les choses clairement. On voit Beyoncé, on voit Rihanna, on voit ces personnes-là, avant de devenir célèbres, avant de devenir stars, elles étaient plus ou moins foncées. Et une fois qu'elles deviennent célèbres, on constate que ces personnes-là deviennent de plus en plus claires. Et vous pensez, ici, ce soir, sur ce plateau, que c'est possible de changer les choses, alors que les gens qui influencent ont tendance à emmener les gens vers le blond. C'est déjà bien qu'elles soient noires, ces femmes. Si elles sont noires, et si de plus en plus nous avons des artistes dans le sport, dans la musique, aujourd'hui la musique africaine, elle est en train de dominer la planète. Hein. On danse le dombolo en Corée, au Japon, elle domine. Et on peut voir que grâce aux médias justement, à l'internet et autres, que les choses sont en train de se retourner. Je venais d'apprendre qu'en Occident, on interdit même la musique des Nigérians. On interdit aux jeunes Européens qui adorent la musique des Nigérians de danser ce qui est nigérian parce que ça prend, ça influence. C'est de ça que le professeur Deleu est en train de parler. Voilà. Donc, je veux revenir sur l'influence. Ça va aussi encore embrasser ce qu'il vient de dire. Sans oublier qu'il y a d'autres choses. Voilà. Dans votre discours, vous avez mentionné un élément que je juge aussi capital. Vous avez dit nos gènes ont absorbé les clivages qu'on nous a apportés. Un peu ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'on pense que c'est ce qui est, entre guillemets, blanc qui est important, ce qui vient de l'Occident qui est important. Mais vous dites que ce sont nos gènes qui ont absorbé cela. Comment nos gènes peuvent comme ça ce que je suis en train de dire, être influencés par ce qui est étrange. Deux éléments. Ce que je suis en train de dire, c'est que, c'est des informations qui nous sont venues de l'extérieur. Ce n'est pas des informations émises par les Africains. Non. C'est des informations ce sont les autres qui nous les ont qui apportées. nous ont imposé ces informations. Donc nous sommes génétiquement influençables. Ben, tout le monde est génétiquement, tout le monde est influençable. Okay. Mais je vous ai parlé, oui, hold on. Je vous ai parlé également de l'épigénétique. Alors l'épigénétique, c'est quoi? C'est la génétique qui peut s'exprimer due aux influences extérieures. Donc la génétique, disons que j'ai mon pôle génétique qui m'a été donné par mes parents. On peut rien y changer. Mais mon environnement extérieur peut influencer ce qu'on appelle mon épigénétique. Mon épigénétique. Voilà, je pense que c'est comme ça. On le dit aussi en français comme ça. Donc c'est tout le conditionnement extérieur qui forme mon épigénétique. Et ça m'influence. Et je peux même passer ça aux générations suivantes. C'est très important. Ça peut devenir héréditaire. Voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est ça le plus grave au niveau des Africains parce qu'on a absorbé par épigénétique toutes ces influences négatives contre nous-mêmes. Alors vous imaginez un peu nos ancêtres qui se sont débattus contre les colons à l'époque, qui étaient tués, décimés, violés dans tous les sens. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire leur promotion. Il y a un problème, parce qu'au niveau génétique, on a une certaine information d'Africains. Et au niveau épigénétique, on a une information qui vient à l'encontre de l'information génétique. Il y a un problème. Et c'est ça le fondamental du problème de l'Africain. Alors voilà pourquoi il faut des éléments chocs, des éléments provocateurs pour pouvoir faire ce choc d'expression génétique. C'est peut-être l'une des causes de la préférence des tissages aux cheveux naturels. Nous le voyons chez les femmes, c'est-à-dire que les femmes préfèrent de plus en plus les cheveux des autres. Les cheveux des autres, les mèches brésiliennes et tout ça. Mais nos propres cheveux d'ici, en tout cas, nos femmes sont mortes. Elles détestent ça. Non. On va relativiser. Hein. Ah, on relativise. Oui, parce que les hommes sont tellement chauds pour insulter, pour s'attaquer aux femmes. Hein. Surtout que nous dépensons beaucoup pour ces cheveux. Mais en fait, pourquoi? Quand on parle aux femmes, qu'est-ce qu'elles disent? Vous-même, vous l'avez dit. Si je suis une femme, que je me suis noire, que je me sens belle, mais je ne suis pas courtisée par les hommes et que j'aime les hommes, il y a un problème. Donc, pour te plaire, je suis obligée d'aller contre moi-même, tout juste pour t'attirer vers moi. Donc, les femmes, en fait, subissent. L'attaque ne devrait pas être vers les femmes. Mais vers les hommes. L'attaque devrait être vers les hommes. Parce qu'en fait, c'est vous qui définissez la beauté féminine. Voilà, le canon de la beauté féminine. Le canon de la beauté féminine. Donc, si vous, les hommes africains, vous avez décidé que la femme belle africaine, c'est une femme qui doit ressembler
à Beyoncé ou quelqu'un de clair ou de blanc ou de métis ou de quelque chose, le problème vous revient. Donc je pense qu'il est temps qu'on arrête d'attaquer les femmes africaines. Oui, nous avons notre part de responsabilité, nous allons la prendre, mais je pense que les hommes qui sont tellement... Dites en anglais, on va traduire. Ils sont tellement chauds pour attaquer les femmes, elles se dépigmentent, elles font pas les perruques, elles font les perruques, les cheveux, etc. Non, mais professeur, on le fait pour les hommes. C'est bien que nous retenions aussi que les mèches, c'est pour les Africains. Il n'y a que les Africains qui peuvent mettre les mèches. Non, les Blancs ne mettent pas les mèches. Nous a dit ça, nous avions protesté dans les coulisses. Non. Les mèches ne sont pas récentes. Hein. Cette coiffure que nous avons là, elle est une coiffure égyptienne. On a affaire à une beauté ici. Mais c'est très ancien, mais c'est africain. Il n'y a que les Africains qui pouvaient mettre des tresses, prendre des tresses, les fabriquer et les mettre sur leurs cheveux. Oui, on voit ça sur les pyramides d'Égypte. Il n'y a que les cheveux d'Afrique qui parviennent à s'accrocher, oui, évidemment, n'est-ce pas, à accrocher les mèches. Les cheveux des occidentales, vous y mettez des mèches, vous y mettez une natte, ça tient pas. Non, ça tombe. Donc c'est pas une chose qui vient à l'encontre de notre africanité ou de l'africanité des femmes. Au contraire, ça appuie l'africanité des femmes. Ces torsadés, ces cheveux qui sont là sont africaines et il n'y a que les Africaines qui puissent les faire. Et ça marche. Avant, on avait des mèches peut-être fabriquées avec des herbes, avec des peaux d'animaux, etc. Aujourd'hui, on a des mèches qu'on peut arriver le plastique, on peut fabriquer avec d'autres cheveux synthétiques. Ça ne pose aucun problème, c'est très africain. Vous avez vu l'autre race mettre des mèches ici sur la terre? Pas parce qu'elles veulent imiter ces autres, parce qu'il n'y a qu'une Africaine qui puisse avoir cette coupe-là. Exactement. C'est pas possible qu'on ait une autre race avec ça. C'est vrai, il n'y a que les Africains, les Africains à mettre les mèches. Vous êtes à la télé, donc vous voyez beaucoup de... Il n'y a que les Africaines qui peuvent... Il y a que les Africaines ont un bijou inouï. C'est-à-dire que même au niveau des cheveux, il y a tellement de diversité qu'on peut faire avec nos cheveux que les autres femmes nous envient parce qu'elles ne peuvent pas le faire. Ouais. Elles ont seulement un style donné qu'elles peuvent adopter. On peut se couper les cheveux un peu plus courts, un peu plus longs, un peu colorés. Mais aucune femme de n'importe quelle autre race ne peut même rêver de faire ce qu'on fait avec nos cheveux. Donc je pense qu'il faut réajuster ce langage d'attaque vers les femmes africaines. C'est compris, vous avez défendu de très belle manière. On a l'impression que les Africains s'ignorent. Ils ignorent leurs propres valeurs. Et leur propre culture. Leur propre culture. Que devons-nous comprendre par la culture africaine? Professeur, s'il vous plaît, ce que je culture africaine, ça nous embrouille à la fin. Ce que je voudrais qu'on retienne ici aussi, c'est l'épigénétique. On se laisse influencer par des choses qui viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est de prendre nos choses et de faire en sorte qu'elles nous réinfluencent à nouveau pour que nous les approprions à nouveau. C'est ça le travail. C'est ça qui va nous élever. C'est la renaissance. C'est pour ça qu'on parle de renaissance. Votre émission, votre... Convergence et révolution culturelle. Mais bien sûr, renaître, c'est-à-dire on était né, on a été édulcoré, etc. Il faut qu'on reparte vers ça. Et donc, il faut un discours, des émissions comme la vôtre, ce que fait le professeur Théophile Benga, que je salue ici. Ça vient éveiller les consciences. Comme celui de Simon Kimbangu, sur le retour vers les valeurs traditionnelles africaines. Alors, justement, en parlant de valeurs traditionnelles, culture africaine, africanité, il y a spiritualité là aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de la spiritualité? Sinon, les spiritualités que nous retrouvons en Afrique, il y a le christianisme, il y a l'islam. Ne pensez-vous pas qu'il y a aussi un problème là? Mais justement, le problème, les religions que vous venez de mentionner sont des religions étrangères au continent africain. Ça sous-entend que si l'Africain s'arrête seulement à ces religions, ça sous-entend que des milliers d'années avant que ces religions-là arrivent en Afrique, les Africains faisaient quoi? Ils avaient leur propre spiritualité. Je veux dire qu'il est temps que l'Afrique se réapproprie ses propres valeurs et sa propre spiritualité. Les Chinois, de façon générale, les Asiatiques sont bouddhistes. C'est leur truc à eux. Les Indiens sont... les Krishna, là, ils sont... voilà, c'est leur truc à eux. Ils sont dans l'hindouisme et autres. C'est ça, hindouisme. Les Africains sont quoi? Sont toujours étrangers, c'est-à-dire islam, qui est étranger à l'Afrique, chrétien, qui est étranger à l'Afrique. Les gens peuvent sélectionner ce qu'ils veulent, mais ça ne devrait pas... étranger à l'Afrique, dans un sens, on peut revenir là-dessus. C'est étranger. On peut revenir là-dessus. On reviendra, on doit revenir là-dessus. Parce que le prophète Raël ne nous ressemble pas du tout. Il n'a pas de mélanine.
On reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus. Mais c'est important qu'on réalise que ce sont des cultures et des valeurs et des religions étrangères qui nous ont été imposées par la guerre, pas par machin, par la guerre, par le barbarisme, par tuerie de nos ancêtres. Ok? Donc, quand vous... Non, mais attendez, quand vous me posez ce genre de questions, ça sous-entend que vous-même, en tant qu'Africain, vous n'avez même pas pris le temps d'aller regarder dans vos propres traditions pour savoir qu'est-ce que vos ancêtres faisaient, quoi. Et même quand on le sait, c'est forcément négatif. La preuve, je reviens là-dessus. Lorsqu'on a parlé un peu de spiritualité à la dernière émission, on m'a montré des Africains qui mangeaient c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. La spiritualité africaine est très belle. Elle est très belle. Les gens spirituels dans un village africain à l'époque, le Jujuman, par exemple, c'est la personne qui soignait, qui utilisait la pharmacopée traditionnelle pour soigner la population, les enfants, les femmes qui devaient accoucher, etc. On a de la belle pharmacopée, on a de la belle spiritualité. Il est temps que par épigénétique, on enlève ce fardeau, ce carcan d'informations négatives sur nous-mêmes qui nous a vraiment totalement maîtrisés jusque-là, qu'on les enlève, qu'on les rejette et qu'on puisse vraiment renaître, une renaissance africaine, qu'on puisse laisser renaître cet être africain qui est en nous. Donc, piaf d'impatience. Si, je suis en train d'écouter patiemment ce que la professeure est en train de dire. Alors, nous comprenons que la colonisation est venue diaboliser tout. Donc, ce qui était utile, ce qui était même authentique, vrai dans le sens de la création, ce qui était en harmonie avec la nature, c'est ce que nos ancêtres pratiquaient ici. Eux, ils sont venus diaboliser ça avec le christianisme, avec l'islam, tout ça. Tout simplement pour modifier notre manière de voir les choses. Alors, et ça nous a fait perdre le nord complètement. Alors, j'ai une question donc. Puisque d'après ce que dit le guide, il faut faire des émissions telles que ce que nous sommes en train de faire, pour essayer un peu d'arranger, de ressusciter la civilisation qui est en nous, parce que je me rends compte notre vraie nature. Je me rends compte finalement que lorsqu'ils avaient dit qu'ils étaient venus pour nous civiliser, alors qu'ils étaient venus pour détruire, comme ça, pour détruire la civilisation que nous avions. Exactement. Alors, l'émission qu'on avait vue, la vidéo qu'on avait fait passer dernièrement, où on mangeait les serpents, le poulet vivant et tout ça, au son du tam-tam. Mais c'est pas la tradition africaine. Mais c'est quoi alors? C'est pas la tradition européenne non plus. Mais on prend un fou qui mange des trucs et puis vous montez à la télévision. C'est pas parce que... c'est ça ce que nous faisons dans nos villages. Non, c'est pas ce qu'on fait dans nos villages, je suis désolé. C'est pas ce qu'on fait dans nos villages. C'est parce que vous voyez un fou noir en train de manger un marguerite de la rue, on va dire que c'est la tradition africaine. Il y a plein de charlatans, des gens, parce qu'il aura mis un peu de raffia sur lui, qu'il aura créé une petite boutique pour dire que lui c'est un guérisseur africain, que c'est ça la tradition africaine. Il faut qu'on aille fouiller. La science est là pour nous montrer, la science qui est aux Africains aussi, pour qu'on aille voir ce qu'il y a de... Mais ce qui était d'abord notre culture, je dis bien ce qui était notre culture. Aujourd'hui, non, c'est pas ça. Voyons notre culture. C'est ce que l'Occident nous a laissé. Non. C'est quoi que nous devons comprendre par la culture africaine. Vous savez, la vraie tradition africaine. Voilà. Dites-nous pour que nous comprenions. Sinon, nous, c'est le tam-tam, c'est des serpents, c'est des poulets comme non, c'est pas ça. C'est la générosité. C'est la générosité, c'est l'hospitalité, c'est le partage, c'est la collectivité qui nous a trahis. Non, elle nous a pas trahis. C'est ça qui nous a mis au fer finalement. Non, du tout. Ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, des violents, des barbares, on a dit ici des barbares, sont venus casser des valeurs intrinsèquement humaines, que nous allons tous cesser d'être humains, s'il vous plaît. On doit rester humain. On n'a pas à imiter ces barbares. On n'a pas à les imiter. Et il y a des choses, si la science aujourd'hui nous aide à comprendre toutes ces choses-là, et c'est bien que nous nous approprions la science pour que nous, justement, renversions les vapeurs. Mais on n'a pas à les imiter, on n'a pas à s'habiller. Moi, je suis désolé, vous faites une émission sur la convergence africaine et la révolution culturelle africaine, vous êtes tous habillés en costume. Je suis désolé là. Ben oui, je suis désolé. Regardons. Vous avez intérêt à revenir au raffia. Vous avez dit tout à l'heure. La vie ne fait pas le moine. Nous, la culture africaine, par exemple, avec des tissus modernes, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, on fait des tissus modernes. Le col rond sont... Ok, vous avez raison, mais vous avez intérêt à nous faire un don ici. On est un trio de présentateurs de convergence et révolution culturelle. Très bien. On va y penser. Africain, et puis nous allons tourner dedans. On va y penser. J'aimerais revenir sur quelque chose. On vous écoute avec toute attention. Vous avez mentionné, vous savez, quand on parle dans... Ma grand-mère était une femme très... Comme beaucoup de femmes, très souvent, quand on parle des révolutionnaires africains, on ne mentionne pas les femmes. Pourtant, au niveau des femmes, il y a eu beaucoup de femmes guerrières, de femmes reines
qui se sont battues. Des femmes amazones. Comme la reine Galefuru, par exemple, chez les Téké. Comme la reine Nzinga. Oui, la reine Nzinga qui est de cette région, la reine Ablakoku de la région, la reine Amina en Afrique de l'Ouest, etc. Évidemment. Des jeunes filles. Merci de nous rappeler ça. Non, mais c'est important. Je pense qu'il faut qu'on revienne parce que la place de la femme dans les communautés traditionnelles africaines était totalement différente de ce qu'est la place de la femme aujourd'hui. Ça, c'est clair. Nous ne faisons que subir. Depuis la colonisation, les Européens ont imposé leurs valeurs très patriarcales, très macho sur l'Afrique. Exact. Et donc, on a fait que les hommes africains n'ont fait que copier les Européens. Exact. Mais écoutez, dans les valeurs, dans les pays africains, dans les nations africaines de l'époque traditionnelle, c'était beaucoup plus beau. Les femmes avaient leur place. Elles avaient en général des places beaucoup plus élevées. Elles étaient les reines, elles étaient les guerrières. Et j'ai parlé un peu de pharmacopée. Je voulais revenir sur le truc que moi, en tant que professeur d'université, je suis scientifique. Dans les 2 dernières années, on a de plus en plus de cours sur comment communiquer avec les plantes. Comment communiquer avec les plantes. Hein? Moi-même africaine, scientifique. Oui. Non, c'est des cours scientifiques invalidés que vous pouvez trouver à MIT dans les plus grandes universités américaines, qu'on se débat même pour prendre. Alors, imaginez un peu le conflit que je peux avoir à moi. Donc, moi, je suis une femme africaine qui a vu ma grand-mère, je l'ai vue, c'est une femme qui soignait, tu vois. Donc, on allait dans les champs, elle parlait aux arbres avant de couper, avant même de prendre une écorce, elle parlait, elle faisait son truc. J'étais trop petite pour comprendre ce qui se passait, mais elle communiquait avec les plantes. Quand je suis devenue scientifique... Et les aborigènes continuent de faire ça comme ça. Quand je suis devenue scientifique, on m'a fait comprendre que non, c'était primitif, quoi. De l'animisme. C'était de l'animisme. Même le christianisme, il diabolise tout ça. Voilà, donc c'était quelque chose qu'il fallait laisser tomber. Il fallait laisser tomber. Et aujourd'hui, moi, la même fille qui a vu sa grand-mère... je suis en train de prendre des cours pour voir comment communiquer avec les gens. Vous imaginez? Donc, pour vous dire que, oui, il y a des peuples qui avaient très peu d'informations au départ, qui maintenant sont à l'heure où nous, nos grands-parents, étaient il y a longtemps avant, et c'est nous, les Africains, qui allons aller. Non, ok, c'est pas dans ce sens qu'il faut aller. Il faut aller... Si on renouvelle cette information en nous-mêmes, nous devons être les leaders de cette information, parce qu'en termes de pharmacopée africaine, en termes de pharmacopée traditionnelle, en termes de ce type de connaissances, les Africains sont longtemps en avance. Mais nous voilà, on est là, on s'assoit sur nos connaissances et on va apprendre des petites connaissances très légères qui viennent de l'extérieur et on paye beaucoup de dollars, enfin beaucoup d'argent pour prendre ces cours-là. Vous trouvez que c'est intelligent, ça? Voilà. Le message est en train d'être passé. Je pense que les téléspectateurs comprennent véritablement ce que Madame Hortense Dodo est en train de dire. La thérapie via les plantes. Les Africains connaissaient déjà qu'on pouvait guérir beaucoup de maladies à base des plantes. Madame Hortense, nous avons parlé de la peau, de la couleur de peau, le complexe et tout. Mais il y a une autre question aussi véritablement importante, c'est sur la langue. Cheikh Anta Diop disait, ce grand homme génie africain, il disait que dans nos langues africaines, il y a de l'intelligence. Il y a de la richesse. Exploitons nos langues dans les universités, dans les écoles. Madame Dodo, je vous pose la question. Les langues africaines en ce moment, que pensez-vous? Je suis tellement en phase avec ce que a dit Cheikh Anta Diop. Cette révalorisation africaine, cette renaissance africaine doit forcément passer par la réappropriation du parler de notre langue. C'est critique, c'est important, et ce must. Alors, j'en profite pour vous dire que nous avons mis en place une université qu'on appelle Kama Tradition University. Vous les Raéliens? Non, des scientifiques aux États-Unis. Ah, super. Qui inclut des Raéliens. Des scientifiques bantous ou africains aux États-Unis? Africains, des scientifiques africains aux États-Unis. Donc, Kama Tradition University, l'un des premiers critères de sélection pour nos étudiants, c'est de s'assurer qu'ils parlent leur langue. Ici, vous avez un avantage, j'ai remarqué que la plupart des enfants parlent l'une des 2 langues officielles. Mais en Afrique de l'Ouest, c'est différent. En Côte d'Ivoire, vous allez en Côte d'Ivoire, la plupart des enfants ne parlent plus leur langue. Et les parents n'enseignent même pas leur langue à leurs enfants. Tout le monde parle français. Est-ce que c'est normal ça? Donc ça, c'est un élément qui est critique et qui est primordial dans cette renaissance africaine.
se réapproprier nos langues nationales. Mais nos langues sont pauvres. Nos langues ne valent rien du tout. Valent rien de tout. Pourquoi? Elles ne nous permettent pas de dire toutes les choses comme nous aimerions les dire. Mais les langues vivent. Les langues vivent. Oui. On nous a fait croire que parler la langue, c'était seulement pour être utile au travail. C'était seulement pour être des robots travailleurs. Mais un être humain est plus que robot travailleur. Ça veut dire que, oui, il faut parler l'anglais parce que tu vas avoir, ou bien le français parce que tu vas avoir un bon boulot, tu marches un truc. Mais la vie est plus qu'avoir un bon boulot. Si je suis là, que je ne peux même pas parler avec ma tante du village, ma grand-mère, etc., et que je parle français, comment je peux me sentir totalement africaine ou bien même totalement être humain là-dessus? Je pense que tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais une langue est vivante et toutes les langues sont vivantes. Le français d'aujourd'hui... Ah, mais bien sûr. Le français d'aujourd'hui... L'anglais... L'allemand, mais bien sûr, comme le français, l'anglais, le Kiswahili est aujourd'hui une langue officielle en Tanzanie. On fait les maths en Kiswahili, la philosophie est tout en Kiswahili. Et ça marche, très bien. On pouvait faire ça. Le Lingala est très riche. En effet. On a eu ça ici avec Laurent Boteke, c'est formidable. On aurait pu valoriser ça plutôt. C'est pas la langue des insensés, des idiots. Mais non, des vanillés, Alexis Bongo. Des langues africaines. La diversité culturelle. Vous savez bien comme les autres, quand ils parlent pas bien français, quand bien même ils parlent bien Lingala ou Kituba, l'indigène et tout ça. La professeure a montré ici, a indiqué ici, la dernière émission, que la diversité génétique, c'est ça qui faisait la force des Africains, des Noirs en particulier, et que l'exemple qu'elle avait pris avec, par exemple, les monocultures. Lorsqu'on a une monoculture, c'est-à-dire un champ où il n'y a qu'un seul être, si vous voulez, le même être, on l'a vu plusieurs fois avec le même code génétique. Dès qu'il y a une maladie, ces états sont décimés rapidement. Mais c'est pareil pour la culture. Hein. Si nous tuons la diversité culturelle de la planète entière, nous allons tuer la planète. Et en Afrique, c'est justement ça qui fait la puissance de l'Afrique, entre autres la richesse de l'Afrique, c'est que nous avons une grande diversité culturelle. Nos langues, sur un petit territoire, il y a beaucoup de langues. Mais c'est une richesse. Il y a des mots qu'on utilise en Vili pour dire des choses qui ne sont pas dites en Boshi, qui ne sont pas dites en Teke, etc. Mais mis ça ensemble, mais mis ça ensemble, c'est une puissance. Nos langues sont d'une puissance extraordinaire. C'est pour ça que nous, c'est bien ici. En Europe, on ne voit même plus ça. Nous savons que de nous faire aimer nos langues. Il faut que nous aimions nos langues. C'est ça le but. C'est ça le but. Justement, nous savons que c'est... Pas seulement les aimer pour les aimer comme ça, les aimer pour les mettre devant. Mais tous mes enfants n'ont pas de prénoms occidentaux. Ils n'ont pas de prénoms occidentaux. Ah, ça aussi, c'est un grand problème. Ah, mais bien sûr. Est-ce que la Renaissance africaine passe par là aussi? Il faut qu'elle passe par là. Mobutu avait commencé à le faire, c'est vrai. L'authenticité. Mais est-ce que c'était pas pour ses intérêts propres? C'est pas grave. Ça va dans l'intérêt collectif par la suite. Ça va pour nous revaloriser tous. C'est très bien. Moi, j'ai ma fille qui s'appelle Tchelik. Mon garçon s'appelle Tchelik. Ma fille qui s'appelle Liel. Une autre qui s'appelle Manief. J'en connais ce qui s'appelle... C'est formidable et c'est bien. Des noms bizarres d'Africains comme ça. Ben non. Tchelik, ça veut dire la vérité. Pourquoi c'est bizarre? Il y en a plein de sens alors. Manief, ça veut dire l'embellie. Ouais, c'est plus. Liane, ça veut dire l'espérance. Plus nous évoluons dans ce débat, je réalise que le combat, il est lancé, mais gagner ce combat exige peut-être aussi occuper des grandes fonctions. Je vais faire un parallélisme sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit qu'autrefois, les femmes occupaient des grands postes, et évidemment, on voyait que le changement, il était clair. Mais aujourd'hui, par rapport au combat que vous menez, vous en tant que femme, et s'il faut justement inclure ces femmes dans ce combat-là, est-ce qu'il ne faut pas aussi là penser, intégrer, occuper les postes, parce qu'on a beau bien parler ici, mais il y a là où on prend les plus grandes décisions pour faire valoir ce que vous dites. Oui, en effet, merci. C'est très important que, surtout en Afrique, les femmes se repositionnent au niveau même politique, au grand niveau social. Vous savez, le Rwanda nous montre un bel exemple. Le Rwanda est un de ces pays qui a subi vraiment la guerre du Rwanda, le génocide au Rwanda, etc. Mais aujourd'hui, le Parlement qui a le plus de femmes sur la planète Terre, c'est au Rwanda. Je crois qu'ils ont quelque chose comme 65% des parlementaires sont des femmes. Et vous avez vu déjà l'expansion du pays. Ah oui, le Rwanda est en train de changer, un pays qui a 10 ans était en guerre, génocide, machin truc. On le reconnaît plus maintenant. Ça a totalement changé. Voilà, les choses sont en train de changer. Les femmes sont beaucoup plus influentes. Les énergies féminines sont importantes pour une société. Les énergies féminines sont importantes
pour l'émancipation de la société, pour l'épanouissement de la société et pour la paix dans la société. C'est critique. Donc, toute personne qui ignore ça, en fait, en train de se créer des... Les femmes, ce n'est pas que pour le plaisir, que nous savons tous. Là. Oui, les femmes, c'est pour le plaisir. Les hommes, c'est pour le plaisir aussi. les femmes. Mais les femmes, un être humain intelligent, un homme intelligent va reconnaître qu'une femme a des capacités beaucoup plus grandes que celles des hommes. Ah. Je vais vous le démontrer au niveau génétique. Au niveau génétique? Au niveau génétique. Alors, une femme, on sait que c'est 2 chromosomes XX. Ça a été dit dans l'émission passée. Donc, vous comprenez, pourquoi ne pas prendre advantage, pourquoi ne pas s'approprier, pourquoi ne pas take advantage of? Bénéficier de la Pourquoi ne pas bénéficier de ça? Pourquoi vous avez un cadeau, un bijou en or, vous l'avez là, utilisez-le plutôt que de le laisser à côté. Surtout qu'en tant qu'Africaine, dans notre tradition africaine, ça fait partie, les femmes étaient mises à l'avant. C'est pourquoi nous vous recevons ce soir, parce que nous ne sommes pas informés sur ce que vous dites. Et c'est pourquoi nous vivions dans l'ignorance. C'est pourquoi... C'est vous qui venez nous ouvrir les yeux ici. C'est pourquoi il faut... C'est gentil de le dire, mais la réalité, c'est que dans notre environnement, c'est encore là. Dans nos villages, toutes ces informations sont encore là. Il faut qu'on change un peu notre façon de penser. Au lieu de penser western, au lieu de penser occidental, aller dans mon village avec des yeux occidentaux, il faut aller dans mon village avec des yeux d'Africains et voir la beauté africaine qui est partout. C'est partout. C'est à partir de cette sensibilisation, Madame Dodo, que nous allons prendre conscience de ce que vous dites et justement, les choses vont changer. Et je profite de dire aussi aux panafricanistes qui nous suivent que pour changer les choses, il ne faut pas seulement parler dans des conférences, mais il faut penser occuper les postes clés, parce que c'est là qu'on prend... Les sphères de prise de décision. Justement, Madame Dodo, nous sommes dans les cultures africaines, si vous voulez, la culture africaine. Mais un homme disait, la puissance de la culture passe aussi par l'écriture. Les Chinois ont leur écriture, les peuples, beaucoup de peuples. Il y a une écriture qui a été découverte, entre guillemets, une écriture africaine qu'on appelle le Mandombe. Il y a toute une histoire là-dessus. C'est un homme de la RDC qui a été soi-disant visité par un être puissant. Mais le problème aujourd'hui, c'est que bien que cette écriture est plus ou moins connue des autorités, mais aucune personne aujourd'hui met en vigueur, met en exergue cette écriture. Moi, je vous pose la question simple. Okay. Que pensez-vous de l'écriture dans l'optique de changer les choses? Qu'est-ce que l'écriture peut apporter? Oui, en effet, c'est un élément clé et important. Et ça, c'est encore une façon, c'est une c'est un niveau où on doit se décoloniser, le mental. Parce qu'on a fait croire aux Africains qu'on n'avait pas d'écriture, ce qui n'est pas du tout vrai. Les Africains avaient une écriture. Écoutez, comprenez que quand les Européens sont venus, ils avaient un agenda bien clair qu'ils ont mis en place lors de la conférence de Berlin. On en a parlé. Mais ils viennent pour détruire et pour pouvoir dominer. Donc il faut vraiment tout détruire, quoi. Il faut diaboliser. Ils ont tout détruit, justement. Mais justement, donc il faut que nous, on arrête de répéter sans même aller chercher, vérifier. Non. L'Afrique, écoutez, l'écriture était inventée où? L'Égypte se trouve où? Ah, en Afrique. On est d'accord? Ok, donc pourquoi déjà même vous me parlez? C'est-à-dire même pourquoi est-ce qu'on a cette conversation? Ah oui. Si l'écriture était inventée en Afrique, vous pensez que c'était seulement en Égypte? Ah, il y a aussi cet aspect. Et en Afrique de l'Ouest, on a découvert là récemment beaucoup d'écritures qu'il y avait dans le temps avant la colonisation des Européens, mais qui n'a jamais été divulguée, qui n'a jamais été, on n'a jamais fait la promotion, etc. Et les jeunes Africains continuent de penser qu'on n'avait pas d'écriture. Ce n'est pas du tout vrai. C'est vrai que nos traditions sont très orales et les traditions orales sont très belles. Il ne faudrait pas qu'on pense que, il ne faudrait pas qu'on regarde l'Afrique avec des yeux biaisés de culture européenne. On est totalement à côté de la plaque si on fait ça. Nous vous posons des questions. Et l'écriture, ce n'est pas nécessairement comme on le fait aujourd'hui. Nous avons nos ancêtres, aujourd'hui le tatouage est à la mode. Nos grands-mères seulement étaient tatouées sur les corps. C'était de l'écriture. Et on tatouait des histoires qu'on racontait, qu'on dessinait cette écriture soit utile pour la transmission de la connaissance. Non, mais sur des sculptures qui restaient, sur des défenses d'éléphants, etc. Et ça marche.
pourquoi vous pensez qu'on n'a pas d'écriture lorsque... Non, on nous a dit ça à l'école, oui, mais de tradition orale. Aujourd'hui, justement, nous partons à l'école. Aujourd'hui, les formations scientifiques sont en train de se vulgariser pour que justement nous changeons tout ça. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, on va changer tout ça là. Alors, pour changer aussi, nous avons aussi appris qu'il faut avoir aussi du soutien, disons, spirituel. Alors ici, je vais poser la question, est-ce que les Elohim sont d'accord que l'Afrique puisse se renaître, les Elohim? Qu'est-ce qu'ils disent eux? Parce que nous aussi, on fait intervention eux-mêmes les Elohim. Vers nos génies. Que disent les Elohim? Bon, on n'a pas bien expliqué. Oui. Donc, rapidement, je vais te laisser parler après. Rapidement, l'Afrique, qu'on aime bien appeler Kama. Il faut rechercher. Nous aussi, nous commençons à appeler ça Kama. Donc, l'Afrique, à la manière du prophète lui-même. Permettez-moi, l'Afrique est une priorité pour nos créateurs. Les Elohim. L'Afrique est une priorité pour les Elohim, en effet. L'Afrique et les Africains ont besoin de déclencher cette révolution africaine et de reprendre leur place dans le concert des nations. Les Africains ont besoin vraiment d'enlever ce complexe d'infériorité qu'ils ont, on en a parlé, qu'ils ont absorbé, parce qu'en fait, non seulement ils ne sont pas inférieurs, mais ils sont en fait supérieurs. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on le répète encore et encore et encore. Les premiers êtres humains qui ont été créés sur cette planète Terre sont des Africains, sont des Blacks. Au niveau de la science, même quand on parle de la mère Eve, she's a black woman, c'est une femme noire. Les Africains ont été, même si je prends au niveau même scientifique général, tout le monde reconnaît que le premier être humain créé aujourd'hui, c'était des Noirs, c'était une femme noire. Donc je pense qu'il est temps, il est critique que nous les Africains, nous réalisons qui nous sommes. Effectivement, nous nous envoyons du côté spirituel, raélien. Oui, nos créateurs, nos Elohim voient l'Afrique comme une priorité pour eux et ils encouragent les Africains à prendre leur place dans le concert des nations. Les Elohim, la religion raélienne n'est pas spirituelle, elle est essentiellement à 100% scientifique. Mais où est la spiritualité dans cette histoire? Dès lors qu'on a un cerveau qui fonctionne d'une certaine manière, si notre cerveau fonctionne comme doit fonctionner le cerveau d'humain, c'est que nous sommes spirituels. La spiritualité, ce n'est pas d'avoir un Dieu, un culte, je ne sais pas quoi. La spiritualité, c'est d'être capable de penser sa vie, de vivre sa pensée, c'est d'être capable de faire des mathématiques, de faire de la biologie, de faire de la philosophie. C'est ça la et de vivre en connexion avec les autres. Ça, et où est la délivrance, le pardon des péchés dans toute cette histoire de spiritualité raélienne? Et c'est là que lorsque vous dites que Satan le diable aussi. Raël n'a pas de mélanine, que c'est un blanc qui nous apporte une spiritualité. Mais nous l'aimons beaucoup. Oui, mais d'accord. C'est le prophète du futur. Mais il n'a pas de mélanine. Et il le reconnaît. C'est de bien comprendre qu'il ne vient pas avec une spiritualité ou une religion ou des valeurs qui viennent pour dominer les autres. Il vient pour dire la vérité qui est objective pour tous. Ah oui, ça c'est Il nous a dit ici que nous avons été créés par des êtres humains qui vivent dans les étoiles. Des noirs, des jaunes, des blancs qui ont créé, et les premiers êtres qui ont été créés sur la Terre, réussis, intelligents, à qui ils ont appris la botanique, à qui ils ont appris la zoologie, etc. Toutes les sciences. C'était des noirs. Créés dans les laboratoires. Oui, créés dans les laboratoires, créés même en Afrique. Ça se passe ici, ça se passe chez nous. C'est pourquoi nous aimons Raël. Mais c'est ce que le professeur vient de vous dire. Oui. Avec les valeurs d'humanité les plus puissantes, les plus justes. La gentillesse, la générosité, etc. Ça, c'est le mouvement raélien avec sa religion. Donc les Elohim, un mot hébreu qui veut dire ceux qui sont venus du ciel, un peuple extraterrestre, qui vit dans les étoiles quelque part, qui compte des blancs, des noirs, des jaunes, etc. Donc nous sommes ici une image, mais parfaite. Ils nous ont créés grâce à la science, grâce à l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui est la molécule la plus importante pour la génétique, pour comprendre les choses. Il s'agit de ça. Le prophète Raël nous avait dit tout ça. Voilà, il nous l'a dit ici. Et réexpliqué, nous savons ça. Cela. Nous aussi, nous sommes raéliens. Oui, mais aujourd'hui, on vient vous dire justement qu'Africains, vous devez être au devant de la scène. Qu'Africains, repartez vers les cultures que les Elohim ont laissées ici. Et que c'est nous qui avons en main ce qui va faire que nous soyons une humanité. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, et le prophète Raël, il est où? On l'aime beaucoup, le Congo a besoin de lui. L'Afrique a besoin de lui. 60 ans de traversée de désert, le prophète dit quoi? Parce que vous nous parlez de vous là. Lui, est-ce que lui, il dit quoi sur l'Afrique? Est-ce qu'il continue de nous aimer? Mais Alexis, il est passé ici mais Alexis, c'est vous qui avez reçu. Il ne revient plus. Oui, mais c'est vous qui avez reçu le prophète ici sur homéostasie à l'époque.
Et le très grand prophète. Il nous a laissé des messages qui tiennent aujourd'hui, qui sont toujours valables aujourd'hui. doivent Et il a être dit mis en beaucoup, il a application. écrit. Et lisons. Nous le Aujourd'hui, reconnaissons. c'est en anglais, c'est en Oui, français, nous déjà. savons dire l'anglais, le français. Lisons ces Oui, mais il messages-là. ne revient pas, Et ça- le Congo souffre. On n'a même pas, Et on ça n'a même tient, pas nous mis en sommes là. application les premiers éléments qu'il a partagés. Il faut Non, commencer c'est pas par dans son là. agenda de revenir faire un tour. Nous l'aimons Si beaucoup. c'est possible. Il faut lui oui. transmettre le message qu'on Oui, l'aime beaucoup. Mais Alexis, Oui. C'est transmis. on nous Ah, a vous donné entendez. le Maitreya nous a donné des informations importantes déjà pour l'Afrique. Est-ce que les Africains les ont mis en application? Malheureusement, non. Ok. Je laisse. Donc je pense qu'on doit commencer Il a par demandé, entre autres, Les 10 il a dernières demandé- minutes. il a demandé, je voulais dire un petit truc. Oui, oui, sur dites. ce qu'il nous a Nous dit voulons ce que d'important. lui-même il a Oui, dit. ce qu'il a dit est important pour l'Afrique. Il a demandé à ce que nous revoyions notre organisation politique sur le continent. Que nous cessons de suivre ces pays qui ont été donc construits par la conférence de Berlin. Oui. Et que nous allions vers un regroupement confédéral, une grande confédération d'États d'Afrique, mais d'États unis ethniques d'Afrique. On appelle ça même les royaumes unis d'Afrique. Prendre les royaumes, les traditions qui avaient des valeurs puissantes. Je l'ai dit la dernière fois ici, nos rois, nos chefs traditionnels, ce n'étaient pas des gens qui venaient pour commander, pour blâmer les autres, pour chicoter, prendre toute la richesse et la garder pour eux-mêmes. C'était des gens qui voulaient s'occuper des autres, qui étaient au service des autres. Quand le prophète Et Israël dit c'est ça. oui, c'est ça qu'il faut prendre, repartir vers ça, remettre ça en valeur et refaire l'organisation politique africaine. Théophile Obianga dit quelque chose dans le même sens, qui va dans le même sens, mais il faut que nous y allions. Une conscience collective, mais nouvelle, sur ce que nous sommes, sur la puissance que nous sommes, parce que l'adversaire que nous avons, c'est comme ça qu'il définit la politique. Exact. C'est une guerre d'intérêts. Les Chinois, les Occidentaux et les autres, quand ils viennent en Afrique, c'est pas pour nous aider. C'est ni le Fonds C'est pas pour monétaire, nos beaux yeux, en tout cas. c'est ni le Fonds monétaire international, ni la Banque mondiale, ni tout ce qu'on dit là qui va aider l'Afrique à se développer. C'est nous-mêmes qui devons nous battre pour nous développer. C'est ce que nous disons. Voilà notre message. Voilà ce que Réal a dit ici depuis quoi? Ça fait 15 ans qu'il est passé ici. Ah oui. Tu l'as reçu Nous ici reconnaissons. en 2005, oui. Eh bien, il faut que nous trouvions des gens qui aillent vers ça, qui commencent à aller vers ça. Que nous organisions des universités, mais des puissantes universités, qui vont tourner nos enfants vers des sciences. L'université de Nissa Sungesso. Par exemple, qui devrait habiller, qui devrait revêtir. Des pôles scientifiques en Afrique. Mais tout ce qui est prévu, c'est formidable. Moi, j'ai vu la maquette, c'est formidable. Aujourd'hui, je suis un peu triste de voir que c'est un chantier qui est inachevé. C'est malheureux. Mais qu'on aille vers ça, qu'on puisse former les enfants vers des sciences qui vont aller sortir toutes les valeurs qui sont encore enfouies ici, cachées, que d'autres ne feraient pas pour nous. C'est à nous de nous approprier de ça. À l'époque, il avait appelé ça, Réal avait dit au président de la République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso, qu'il fallait construire ce qu'on appelle un scientopolis ici, une ville de science pour développer, n'est-ce pas, l'Afrique. Il s'agit de ça. Certainement, ça viendra avec le temps. Oui, mais ça a commencé avec l'université. Oui, ça va venir. Je vais toucher un point apparemment anodin. Je vois au début de l'émission, on vient vous peindre le nez comme ça. Et puis, depuis qu'on a commencé l'émission, notre guide continue à mâcher un truc. la racine là. Tout ça là aussi, ça contribue à la renaissance africaine. En tout cas, moi, quand je partais au village, quand j'étais jeune, mon papa m'emmenait souvent au village. Et les vieux qui venaient au village, ils avaient toujours une petite racine comme ça. C'est le Mboma. Oui, c'est ça. Ils avaient ça, ils avaient le macassou, la cola, etc. Et c'est des gens qui ont vécu longtemps. Alors aujourd'hui, on mange des cuisses de poulet, on ne sait pas comment on les fabrique. On mange les côtes tisses. Tout nous vient d'ailleurs. On ne sait pas. Et nous avons toutes les maladies du monde. Même le président de la République avait décrié ça aussi. Par instinct, laisse-moi j'essaie de faire. Que tu serais sur ce plateau avec une pipe, personne n'aurait rien dit. Mais la pipe, c'est totalement extérieur à nous. Ça, par contre, ça fait partie de la culture africaine. Non, je me dis, il est temps vraiment qu'on déconditionne nos cerveaux, nos yeux, pour vraiment se réapproprier nos belles cultures. Ce qu'ils mangent là, non seulement au niveau hygiénique, c'est bon, ça blanchit les dents, etc. Ça nettoie l'organisme, ça donne bonne haleine, etc., etc. Donc, ce qui est très important. Quoi. Et ça fait partie de nos valeurs africaines. Du coup, ça ne qu'il devait faut pas réapprécier. D'accord. Chers téléspectateurs, excusez-moi, tout juste pour ajouter, oui, mon maquillage en Afrique, je ne sais pas trop comment ça se passe ici. En Afrique de l'Ouest, si vous voyez les femmes peules, les femmes, à l'époque, se faisaient plus que du rouge à lèvres, se font du noir à lèvres. Du noir. Ça faisait partie de notre culture. On voit même du noir parfois ici. Le rouge à lèvres, c'est extérieur, c'est étranger à nous. Mais on l'a adopté et aujourd'hui, il n'y a que ça. Non. Il est temps de nous réapproprier nos propres cultures, nos propres valeurs, et c'est pour ça que nous sommes là. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes petit à petit en train Encore 5 minutes. Encore 5, justement, en train de chuter. Alors,
notre invitée, vous avez certainement constaté qu'elle est beaucoup plus anglophone que francophone. Voilà. Elle a parlé de Kama aussi. Certainement, les téléspectateurs se demandent, mais c'est quoi Kama, le mot qui revient? Kama, on aura certainement une autre occasion pour en parler. Le nom d'une première Afrique, entre guillemets. Mais moi, je voulais rebondir sur le mouvement raélien. C'est vrai que le prophète, il était passé, c'est vrai qu'il a dit des choses sur l'Afrique. Mais est-ce que ce n'était pas dans l'optique de l'évangélisation, dans l'optique de gagner beaucoup d'adeptes? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes informés que le mouvement raélien est mal vu. C'est vrai que le prophète a dit des choses sur l'Afrique, mais est-ce que ce n'était pas dans l'optique de gagner plus de gens? Est-ce que ce n'était pas là une forme d'évangélisation? Son intérêt personnel. Voilà, surtout que nous savons que ce mouvement est mal vu en France. D'ailleurs, c'est un mouvement qui a été fondé, si je ne me trompe pas, par Claude Virlan, voilà, qui est français. Alors, moi, la question que j'aimerais poser, puisque nous avons parlé de la spiritualité, pensez-vous que le mouvement raélien est un mouvement qui fait la promotion ou qui est une bonne spiritualité, je veux dire? Pensez-vous que le mouvement raélien peut s'avérer important pour les Africains? Oui, alors laissez-moi commencer par dire que le but du mouvement raélien, ce n'est pas une évangélisation tout azimut, où tout le monde vient, non, pas du tout. Comme à l'église. Non, pas du tout. On préfère être 5 personnes, mais des 5 personnes pensantes, intelligentes et qui ont un objectif clair. Ce que le mouvement raélien apporte de différent, et je pense que c'est la seule, de ce que je sais, peut-être que vous pouvez me dire différemment, c'est la seule religion que je sache pour moi aujourd'hui qui prône, pour nous les Africains, qui prône le retour vers nos valeurs traditionnelles africaines. Montrez-moi une autre qui en fait pareil. Et prône aussi la libération sexuelle. Ça aussi. Libération sexuelle. C'est déjà pour sexuelle. nous les Africains un concept qui peut mettre mal à l'aise. Ah oui? Ah non, c'est plutôt culturellement africain. Mais dans l'Afrique, mais justement, Tchelik, je pense que vous pouvez commencer. L'Afrique déteste dire... le sexe. Mais non. Même si sur ce plateau, nous trouvons qu'elles sont très belles. Là, mais surtout qu'il faut dire que... Okay, alors, et contre le sexe. Sur ce niveau, on va en parler. On aura toute une émission là-dessus. La sexualité africaine, je pense que c'est primordial, excusez-moi, c'est primordial qu'on réalise aujourd'hui que toutes les cultures africaines, toutes les traditions africaines, que ce soit Afrique de l'Ouest, du centre, de l'Est, avaient une sexualité traditionnelle enrichie, bien libérée, non décolonisée. Non colonisée. Voilà. Ce sont ces valeurs européennes qui sont venues en général avec les religions, christianisme, etc. Alors, vous imaginez la jeunesse aujourd'hui, pour leur sexualité, vous savez où est-ce qu'ils allaient chercher, comment un jeune qui a, je sais pas, un enfant qui a 16 ans, 18 ans, qui commence à chercher un peu la sexualité, vous savez où ils vont chercher? Dans les pornos. Je suis désolée de le dire, mais c'est ça la vérité. Mais dans l'Afrique traditionnelle, il y avait le droit de passage. On vous éduquait. Il y a toute une culture sexuelle qu'on a laissé tomber pour aller faire des trucs aussi banals que le porno. Vraiment? Are you serious? Oui. Et vous me dites que ça dérange les Africains, la sexualité? Aujourd'hui, le constat est clair. Nous aimons les femmes, mais nous n'aimons pas la sexualité. Les parents parlent peu de la sexualité, de peur de... C'est tabou. Voilà. On n'en parle pas quand même en famille, avec les enfants. On vient de vous le dire, ça vient de l'extérieur. Mais le prophète... Les Blancs, quand ils sont arrivés ici, ils ont dit que c'était de la barbarie, etc. Mais c'est pas vrai. Il faut dire, Madame Dodo, quand même, que le prophète, aujourd'hui, il y a des informations sur lui. Il a des femmes... Des informations occidentales, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est vous-même qui l'avez dit ici. Nous sommes une religion délivrée par des Français. Une des raisons pour lesquelles nous sommes combattus. Le mouvement est combattu en France et partout ailleurs, justement c'est parce qu'elle fait la promotion de l'Afrique. On devait dire merci en tant qu'Africain de ce qu'elle fait. Il nous reste une minute. Ça fera partie d'un autre débat. Voilà. Il nous reste une minute. Conclusion, professeur. Si vous étiez donné, parce que ceux qui nous ont suivis risquent de se perdre dans le feu que nous venons d'allumer. Résumez-nous votre pensée dans cette heure où vous avez... sur la Renaissance africaine. Voilà, sur la Renaissance africaine. Merci si vous étiez demandé de conclure. Merci encore de me donner cette opportunité de parler de Renaissance africaine. Oui, mon message, c'est un message choquant, mais un message choquant dans le sens de secouer
nos neurones, hein, de secouer notre cerveau et de se mettre à l'œuvre, de commencer à travailler. Oui, je viens avec un message pour mentionner la supériorité du groupe africain vis-à-vis des autres groupes. Ce n'est pas quelque chose de raciste. Ce n'est pas pour dire qu'il faut aller tuer ou bien dominer. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est parce que nous, en tant qu'Africains, qui avons été tellement brimés, nous avons vraiment besoin de nous réapproprier et de nous reconcentrer sur nous-mêmes, de nous sentir humains à part égale et à part supérieure aux autres humains. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre réalité. Donc, c'est ça mon grand message, de laisser savoir à cette jeunesse africaine qu'en fait, vous êtes en position d'être les leaders de l'humanité. Mais pour cela, il faudrait que vous épousez toutes les sciences, hein, sciences robotiques, artificial intelligence, biotechnologie, nanotechnologie, toutes les sciences qui existent aujourd'hui, mais en gardant la tête dans vos traditions. J'encourage la jeunesse africaine à repartir vers vos grands-parents, repartir vers les villages, vers vos enseignants, pour vous réapproprier cette connaissance qui a été développée pendant plusieurs générations par nos ancêtres. Donc c'est ça mon message. C'est un message d'amour, un message d'humanité. L'Afrique a besoin de reprendre sa place. C'est le seul groupe humain qui puisse donner la paix sur cette planète. Les autres ne pourront jamais le faire. Et pour ce faire, il faut qu'on se sente bien dans notre peau, qu'on se sente où nous sommes et qu'on reprenne notre place d'Africains au milieu de la planète. Voilà. Très bien, très bien. C'est que Dixon a des choses à dire. Atterrissage? Oui, atterrissage. Oui. Freshnel, atterrissage. Alors, pour moi, ce que j'ai à dire, c'est que les paroles qui sont sorties dans cette émission soient comme l'esprit, le vent qu'on a soufflé sur les ossements des cadavres qui sont dans les tombes, que ces ossements puissent revêtir la chair, qu'ils puissent se mettre debout afin de donner ici visiblement la renaissance de l'Africain, que les Elohim puissent faire que cela puisse s'accomplir, non pas seulement en parole, mais littéralement, que l'Afrique se renaît. Je vais rapidement conclure, mais avant de conclure, est-ce que Mme Dodo a un livre, un document où on peut s'approprier toutes ces informations-là? Est-ce qu'il y a... Il y a un site, oui, il y a un site, on met le site et tout ça, donc site, ils vont suivre. Alors, et ils peuvent nous appeler aussi à notre numéro pour qu'on les mette encore Alors, avec le site le numéro est affiché, voilà. Ouais. Alors, chers téléspectateurs, vous avez certainement compris le message de Madame Hortense Dodo. Les jeunes Africains, vous êtes les leaders de l'humanité. Mais il est important de se réapproprier les connaissances d'autant. Il est important de se réapproprier les connaissances de nos ancêtres. Vous êtes les leaders de toute l'humanité. Je vous remercie. Merci.